L'hérésie d'Horus approche de la fin. Après le grand massacre de Beta Garmon, les forces principales de chaque camp se retrouvent terriblement affaiblies. Tandis que celles d'Horus poursuivent leur route vers Terra, ailleurs dans la galaxie, d'autres campagnes ont lieu. Elles concernent des forces isolées des loyalistes ou des traîtres, s'affrontant sur un territoire lointain, ou bien l'implication d'une race Xénos, profitant du chaos ambiant pour lancer un assaut d'opportunité. Certaines de ces batailles ne sont que des escarmouches mineures, dont les archives n'ont pas retenu les données. D'autres, par contre, sont des affrontements d'envergure, dont l'issue aura un impact non négligeable sur la bataille finale ou sur l'issue du conflit. La 10e année du 31e millénaire, la Légion des Iron Warriors émerge de l'œil de la terreur et lance un assaut direct sur la planète Talarn, un monde de mobilisation impériale, d'une taille et d'une importance inégalées dans l'Imperium. Perturabo, le primarque des Iron Warriors, est à la recherche d'un puissant artefact chaotique, caché profondément sous la surface de la planète. La Légion du Primarque Félon est soutenue par des régiments du Militarum Traitoris, ainsi que par des titans de la Legio Krytos et des chevaliers de la maison Caesarian. Les hauts commandements loyalistes et Félons sont pris de court par les actions de Perturabo, notamment lorsque celui-ci ordonne un exterminatus sur la planète, éliminant toute vie à sa surface par le biais d'un barrage viral vorace de dévoreurs de vie, qui transforme le paysage autrefois verdoyant de Talarn en une boue empoisonnée et rend son atmosphère irrespirable. Tandis que la population est entièrement éradiquée, de nombreux défenseurs parviennent à survivre grâce à l'existence d'abris souterrains étendus. La campagne qui s'ensuit voit de vastes formations blindées de l'Armada Imperialis et de la Solar Auxilia, des titans de la Legio Gryphonicus, des chevaliers de la maison Megron, des automates mercenaires de l'armée personnelle du libre marchand Sangrea, s'allier à des forces des Iron Hands, des Imperial Fists, des White Scars et des Ultramarines. Aucune infanterie ne peut survivre à la surface de Talarn, et la plupart des véhicules engagés dans le combat ont été rendus étanches à l'environnement. Tandis que le conflit s'embrase, il entraîne des forces loyalistes et félonnes issues de centaines de mondes à travers tout le Segmentum Tempestus dans son sillage, avant sa conclusion cataclysmique et le retrait des forces des traîtres. La bataille de Talarn est considérée comme le plus grand engagement blindé de l'histoire de l'humanité. Et bien qu'il s'agisse d'une victoire pour les forces loyalistes, des millions de guerriers et de véhicules sont dispersés sur toute la surface mortelle de la planète. Et ce, dans les deux camps. Au lendemain de l'affrontement, Talarn sera reclassifiée en planète désertique. La même année, le Sabalis Liberatus, un croiseur de bataille de la Légion de la Ravengard, perdu dans le Warp depuis sa fuite lors de la bataille spatiale au-dessus d'Ist-25, émerge finalement dans l'espace réel, à proximité de Galaspar, à la frontière de la région voilée, à l'extrémité sud de la galaxie. Les survivants à bord, composés d'un mélange d'Astartes de différentes légions loyalistes, ont passé le temps dans une stase forcée et se réveillent coupés de toute information et de tout support. Ils sont pris à partie par des vaisseaux de patrouille dont les capitaines se sont ralliés aux traîtres. La force des légions brisées aborde alors les agresseurs et conquiert les vaisseaux ennemis. Elle réalise alors des réparations à partir des croiseurs capturés et démarre ensuite une odyssée dans le but de retourner vers le Segmentum Solar, puis sur Terra.
À la même période, une guerre à grande échelle éclate sur la ceinture de fer. Celle-ci consiste en une série de nombreux mondes forges répartis à travers les segmentum Tempestus et Pacificus. De nombreux mondes forges de la ceinture de fer ont renié leur serment envers l'Imperium et ont rejoint les forces d'Horus et du Dark Mechanicum. Ces trahisons massives ont été orchestrées par l'ancien fabricateur général Kelbor Hall, qui s'est déclaré en faveur d'Horus dès le début de l'hérésie. D'autres, cependant, sont restés fidèles à l'empereur, ou dans certains cas, cherchent à rester neutres dans le conflit le plus longtemps possible. La 10e année, néanmoins, le conflit dégénère tandis que la question de la légitimité de l'empereur, en tant qu'omni-messie, est posée. Celui-ci voit s'affronter les forges du Dark Mechanicum, d'Inculabula, d'Urdesh, de Valia Maximal et de Calibrax, contre les forges loyalistes de Graia, d'Arliet et d'Atar-Médian, pendant qu'Arachnis et la station Gérulas sombrent dans la guerre civile. Le conflit, connu plus tard comme le Cataclysme de Fer, voit les seigneurs des forges engager leurs armées personnelles et leurs alliés des légions titaniques et maisons de chevaliers les uns contre les autres. De nombreux mondes humains deviennent les champs de bataille sanglants sur lesquels les seigneurs de Mars s'affrontent, et même l'intervention apocalyptique des Dark Angels ne parvient pas à enrayer le conflit, qui va se prolonger bien au-delà de la conclusion de l'hérésie d'Horus. Pendant ce temps, sur le Segmentum Solar, l'Alpha Légion réalise des actions de diversion et de sabotage, en préparation de la guerre solaire, qui plonge le système dans le chaos. Sa véritable cible, cependant, est la lune forteresse d'Hydra, qui orbite autour de Pluton. Le premier capitaine Sigismund et une petite flotte d'Imperial Fist défendent âprement le monde contre la flotte de l'Alpha Légion, supérieure en nombre, jusqu'à l'arrivée de renforts qui prennent la forme du gigantesque force stellaire mobile Phalanx et une large flotte des Imperial Fist et de l'Armada Imperialis. Au firmament de la bataille, Rogaldorn, prétorien de Terra, mène un assaut sur la lune forteresse et confronte son frère primarque Alpharius, avant de l'engager dans un combat. Alpharius est abattu par Dorn, et les forces de l'Alpha Légion sont alors forcées de battre en retraite. La 11e année du 31e millénaire, les légions des White Scars et des Emperor's Children s'affrontent dans un duel à haute vitesse à travers les dernières lignes logistiques critiques connectant Terra au nord de l'Imperium. Au lendemain de la bataille de Beta Garmon, des forces du Dark Mechanicum et des Sons of Horus sont guidées vers le monde de l'Orin Alpha, où le conflit se déroule, et font pencher la balance en faveur des Emperor's Children, chassant les White Scars de la planète. La même année, tandis que les enclaves loyalistes sont estropiées par l'offensive d'Horus, celles de la Death Guard, localisées sur leur foyer de Barbarus, sont à la pointe d'un assaut vers l'extrémité sud de l'Imperium. Les guerriers austères de Barbarus font des ruches industrielles de Malagante leur cible prioritaire, un monde d'importance stratégique en raison de sa capacité industrielle. De plus, les mondes alentours sont galvanisés par les dirigeants loyalistes de Malagante. Aussi, leur élimination permettrait aux forces d'Horus d'asseoir leur domination sur le secteur. Tandis que la Death Guard s'attend à écraser facilement l'Auxilia malagantine, elle se retrouve empêtrée dans des embuscades sournoises et contre-attaques punitives dirigées par des éléments des Legiones Astartes, portant les couleurs de la Raven Guard. Manquant des effectifs pour affronter les traîtres de front, les fils de Corvus Corax exercent leur talent dans l'escarmouche et l'assassinat sur leurs frères d'antan, les piégeant sur un monde qu'ils ne peuvent se permettre d'abandonner, affrontant un ennemi qu'ils ne peuvent immobiliser, puis écraser. La guerre va se prolonger pendant 3 années standards, une compagnie de la Raven Guard tenant en respect un chapitre entier de la Death Guard, lorsque finalement, celle-ci bat en retraite face à des renforts loyalistes arrivant d'Inuit.
À la même période, à travers l'Ultima Segmentum, les World Eaters mènent des raids aléatoires sur les centres de population du secteur. Leurs attaques brutales ont pour but de causer un maximum de pertes humaines civiles, ignorant les infrastructures et les cibles militaires. Leurs attaques sont accompagnées par de violentes tempêtes de nuages cramoisis, signe évident de l'augmentation de l'activité empyréane, partout où vont les World Eaters. À cette période de l'hérésie, la Légion est déjà entièrement sous la coupe du dieu du chaos Khorne, et cherche désormais davantage de sang pour la soif sans fin de leur divinité, n'essayant plus de poursuivre des tactiques rationnelles ou des objectifs stratégiques. Pendant la 11e année, tandis que la planète de Paramar V est tombée sous le joug d'Horus dans les premières heures de l'hérésie, une force hétéroclite de loyalistes lance un assaut contre le nœud de ravitaillement stratégique de la planète, dans le but de le soustraire à l'effort de guerre Félon. En réponse, les traîtres mobilisent une force substantielle des Legio Fureans et Legio Mortis, dont les machines divines se réarment et se ravitaillent dans le secteur après plusieurs années de campagne ininterrompue. Une large force des Sons of Horus et des Worldbearers se joint à la contre-attaque contre l'Imperium. Celui-ci mobilise quant à lui des titans des Legio Atarus, Legio Ignatum et Legio Solaria, ainsi que des forces au sol composées de Blood Angels et de White Scars. Les fidèles à l'Empereur mènent une série d'attaques de diversion dans tout le système Paramar, dans le but d'éloigner les traîtres de leur véritable cible, avant de conduire un assaut planétaire à grande échelle contre le spatioport principal de Paramar V, le capturant intact, puis poussant vers l'extérieur afin d'entamer la destruction des silos de fourrage de masse qui fleurissent sur le plateau au-delà du spatioport. Malheureusement, les traîtres ont percé à jour les plans de l'Imperium, et au lieu de disperser leurs effectifs, rassemblent une colossale force de contre-offensive. Bien que les loyalistes parviennent à détruire la plupart des silos de fourrage, la majorité de sa force est encerclée et détruite sans merci. Ailleurs dans la galaxie, sur le monde gelé de Tralsac, les océans de glace à sa surface sont portés à ébullition, puis s'évaporent sous l'action furieuse des titans loyalistes des Legio Atarus et Legio Agravides, qui affrontent les traîtres des Legio Magna et Legio Victorum, pendant que les Légions brisées affrontent les World Eaters à travers le paysage planétaire qui se désintègre. Finalement, aucun camp ne peut prétendre à la victoire, chacun profitant du couvert fourni par le brouillard enveloppant le monde pour exfiltrer ses forces et se redéployer sur un autre champ de bataille. Néanmoins, les chevaliers des deux camps choisissent de demeurer sur Tralsac pour se livrer à un combat dans lequel nul ne concédera la défaite. Partout dans la galaxie, la guerre se poursuit. En parallèle de l'avancée d'Horus vers Terra, les forces des deux camps luttent pour maintenir leur assise sur des secteurs stratégiques, luttant âprement pour ne pas perdre un pouce de terrain. Chaque percée réalisée par les loyalistes à un endroit de la galaxie est contrebalancée par une avancée hérétique dans un autre secteur. Luttant jusqu'à la mort, ni les loyalistes, ni les traîtres ne parviennent à remporter une victoire si éclatante qu'elle rendrait futile toute résistance de l'autre camp, contraint alors de déposer les armes. Au 31e millénaire de l'humanité, il n'existe pas de reddition. L'hérésie d'Horus est vouée à se finir dans un bain de sang cataclysmique, un massacre dantesque sans aucun précédent, qui fauchera sans distinction demi-dieux, guerriers transhumains ou simples mortels, qui ne laissera derrière elle que des épaves éventrées et des corps brisés, sur des mondes meurtris dépeuplés de toute vie humaine.